Allez, c'est parti pour cette nouvelle exploration. Souvent, quand on pense à l'anatomie, on s'imagine juste en train d'apprendre par cœur une liste interminable de noms d'os et d'organes. Mais honnêtement, c'est tellement réducteur. Le corps humain, ce n'est pas qu'un simple assemblage de chair et d'os. C'est une véritable machine biomécanique, un chef-d'œuvre absolu d'ingénierie naturelle qu'on peut carrément affiner et optimiser pour faire exploser les compteurs en matière de performance sportive. Aujourd'hui, on va décoder ensemble toute cette mécanique fascinante. On va voir comment chaque petite pièce s'imbrique parfaitement pour générer cette puissance et cette agilité incroyable qu'on observe chez les athlètes. Parce qu'il y a vraiment un monde entre l'anatomie descriptive, qui se contente de lister les pièces du puzzle, et l'anatomie fonctionnelle. Et c'est bien l'anatomie fonctionnelle qui nous intéresse ici. Son but, c'est d'analyser comment des structures, comme nos muscles et nos os, travaillent en parfaite synergie. L'idée, c'est de comprendre les limites naturelles du corps pour booster la coordination athlétique, d'optimiser notre biomécanique pour rendre chaque geste beaucoup plus efficace et surtout d'éviter au maximum les blessures. C'est ni plus ni moins que la science du mouvement à l'état pur. Voici notre plan de vol pour cette analyse. On va d'abord aborder le rôle de l'anatomie dans la performance sportive. Ensuite, on se penchera sur nos fameuses charnières et les articulations. Après ça, cap sur le moteur avec les muscles, avant de décortiquer la dynamique de la contraction musculaire. Et on finira en beauté avec la mécanique globale du mouvement. Alors commençons tout de suite avec notre première partie, l'anatomie au service de la performance sportive. Pour sortir un mouvement athlétique parfait, il faut bien comprendre que l'appareil locomoteur n'est pas un seul gros bloc rigide. En fait, c'est un ensemble divisé en 3 systèmes super distincts qui illustrent à merveille cette idée de machine humaine. D'abord, on a le système ostéo-articulaire. C'est un peu le châssis, le matériel de base. Nos os, ce sont des leviers rigides, et nos articulations, elles, décident des axes de mouvement possibles. Ensuite, il y a le système musculaire. Ça, c'est le moteur biologique, celui qui génère la force et donne la direction. Mais bon, un moteur et un châssis sans conducteur, ça ne va pas bien loin, n'est-ce pas? C'est là que le système nerveux entre en jeu. C'est notre pilote intégré, celui qui envoie des signaux électriques ultra précis pour tout coordonner à la milliseconde près. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième étape, les articulations, les véritables charnières de notre corps. Ces charnières sont absolument fascinantes parce qu'elles ne se contentent pas de nous faire bouger, elles encaissent les chocs et stabilisent tout notre équilibre en répartissant les forces. Le truc, c'est de savoir comment les différencier, parce que l'anatomie a 2 façons de les classer. D'un côté, on a l'approche structurelle qui regarde littéralement de quoi la charnière est fabriquée. Est-ce que c'est du cartilage, des fibres denses? Et de l'autre, on a l'approche fonctionnelle, qui est beaucoup plus concrète pour le sport puisqu'elle classe les articulations uniquement selon leur capacité à bouger, leur degré de liberté. Si on se penche sur le côté fonctionnel, le tout premier type qu'on rencontre, c'est l'articulation immobile, ce qu'on appelle la synarthrose. Les sutures de notre crâne en sont l'exemple parfait. Là, le tissu conjonctif crée une fusion osseuse béton. La nature n'a clairement pas prévu qu'on puisse bouger à cet endroit-là. L'objectif, c'est la protection absolue du cerveau, point final. Ce sont les pièces fixes de notre machine. Ensuite, on monte d'un cran avec les articulations qu'on dit semi-mobiles, les amphiarthroses. Pensez aux disques de notre colonne vertébrale ou encore à la symphyse pubienne. Ce qui est génial avec ces articulations, c'est qu'elles utilisent du cartilage et des ligaments pour offrir un compromis parfait. On a juste ce qu'il faut de souplesse pour se pencher ou se tordre légèrement, tout en gardant une base super solide pour soutenir le poids de tout le corps. Et pour finir sur les charnières, voici les stars de la mobilité, les diarthroses. Ce sont vraiment les articulations haute performance de l'appareil locomoteur. Pourquoi elles sont si efficaces? Parce qu'elles sont équipées d'une capsule articulaire ultra protectrice remplie de liquide synovial. C'est un vrai lubrifiant mécanique de pointe. Grâce à ça et au cartilage, on obtient des degrés de liberté immenses, indispensables pour piquer un sprint, nager le crawl ou enchaîner des figures acrobatiques. Allez, on passe à la 3e partie, les muscles, le fameux moteur de l'organisme. Ce moteur, il accomplit un truc incroyable en permanence. Il transforme l'énergie chimique, l'ATP, en énergie mécanique pure. Et tout ça grâce à une interaction microscopique entre l'actine et la myosine. C'est quand même dingue. Et le corps dispose de 3 modèles de moteurs différents. Les muscles lisses et le muscle cardiaque, eux, ils font leur vie tout seuls. Ils tournent en pilote automatique pour gérer nos organes et faire battre notre cœur. Mais pour le sport et le mouvement conscient, on repose à 100% sur le muscle squelettique. Lui, il est volontaire, composé de fibres striées très denses et il est solidement arrimé à nos os. D'ailleurs, quand on zoome à fond sur ces tissus, le contraste est évident. Le tissu cardiaque, il a des fibres toutes ramifiées, faites sur mesure pour se contracter de façon rythmique et involontaire, sans jamais s'arrêter pour propulser le sang. A l'inverse, le tissu squelettique qu'on sollicite à l'entraînement, il a une allure très différente. Ce sont de grosses fibres denses, super parallèles. C'est une architecture conçue dans un seul but, déployer une force linéaire hyper puissante, exactement au moment où on en donne l'ordre. Mais dans le feu de l'action, ces fameux muscles squelettiques adorent bosser en équipe, bien souvent par paire. C'est le grand principe de l'action-réaction. D'un côté, on a le patron du mouvement, le muscle agoniste.
C'est lui qui se raccourcit pour balancer la force principale. Et de l'autre côté, on trouve son opposé parfait, le muscle antagoniste. Son job à lui, c'est de s'étirer en résistance pour freiner le geste, assurer qu'il soit ultra précis et surtout empêcher l'articulation de partir dans tous les sens et d'éviter la blessure. Et l'agoniste ne bosse quasiment jamais tout seul dans son coin. Il s'entoure d'assistants qu'on appelle les muscles synergiques. Si on regarde comment ça se passe dans le bras, c'est flagrant. Le biceps brachial fait le gros du travail, mais il est soutenu par d'autres muscles de l'ombre, comme le muscle brachial. Ces assistants apportent un supplément de puissance brute ou agissent comme des fixateurs pour bien verrouiller l'articulation, rendant le mouvement final redoutablement efficace. Maintenant qu'on connaît le moteur, passons à la 4e partie, la dynamique de la contraction musculaire. Comment ça s'allume tout ça ? Eh bien, ça suit des phases super précises. La plus évidente, c'est la contraction concentrique. C'est l'image d'Épinal de la musculation. Le muscle est actif, il se raccourcit physiquement sous la tension et rapproche les deux parties du corps. C'est exactement ce qui se passe quand on soulève un haltère vers son épaule pour faire les biceps. Le muscle gonfle en luttant contre la gravité. Tout de suite après, on a la contraction excentrique. Et on a souvent le tort de la sous-estimer, alors qu'elle est primordiale. Là, le muscle est toujours sous tension, il bosse à fond, mais il s'allonge pour retenir la charge. C'est ce contrôle millimétré qui opère quand on redescend lentement lors d'un squat. Apprendre à maîtriser cette phase excentrique, c'est littéralement la clé pour sauver ses articulations sur le long terme. Il ne faut surtout pas oublier la contraction isométrique. Là, c'est un peu magique. Le muscle développe une force colossale, mais rien ne bouge. Sa longueur ne change absolument pas. La force qu'il déploie est exactement égale à la résistance. C'est ce qui nous permet de rester stable et statique. Pensez à l'exercice de la chaise contre un mur, ou à un gymnaste qui maintient la position de la croix de fer aux anneaux. C'est de l'isométrie pure. Et enfin, la contraction pliométrique. C'est un peu l'arme secrète des athlètes. C'est un combo explosif. On commence par un étirement excentrique ultra rapide, suivi à la milliseconde près par un raccourcissement concentrique foudroyant. En gros, le muscle stocke de l'énergie comme un élastique qu'on tend à bloc, avant de tout relâcher d'un coup. C'est le secret absolu derrière la puissance de démarrage d'un sprinter ou la détente monumentale d'un sauteur en hauteur. Ce qui nous propulse directement dans notre 5e et dernière partie, la mécanique du mouvement. Quand on assemble absolument tout, les leviers osseux, les charnières, les moteurs musculaires, ça crée les grands mouvements qu'on connaît. Et là encore, tout est affaire d'opposition. Prenez la flexion. Ça consiste à fermer l'angle entre deux segments, comme quand on plie le bras avec le biceps. Et son opposé direct, c'est l'extension, qui ouvre l'angle articulaire. Là, ce sont les antagonistes qui prennent le relais, comme le triceps pour tendre le bras ou les quadriceps pour redresser la jambe. Bien sûr, on ne bouge pas seulement d'avant en arrière comme des robots. Le corps est fait pour évoluer dans un espace en 3 dimensions, avec d'autres vecteurs tout aussi critiques. On a l'abduction qui permet d'écarter un membre sur le côté, un vrai boulot de deltoïde. Son contraire, c'est l'adduction qui ramène avec force le membre vers l'axe central du corps, souvent grâce aux pectoraux. Et sans oublier la pronation et la supination, qui sont ces mouvements rotatifs super complexes et fins au niveau de nos avant-bras. Au final, toute cette exploration change radicalement la manière d'envisager le moindre mouvement. Le corps athlétique, ce n'est pas de la magie. C'est une ingénierie de pointe avec ses charnières ultra précises, ses moteurs biologiques surpuissants et son pilote neuronal réactif au quart de tour. Face à une telle perfection biomécanique, une vraie réflexion s'impose. Si on aborde un entraînement avec cette conscience aiguisée de notre propre mécanique, jusqu'où est-il réellement possible de repousser les limites de la performance humaine ? C'est une sacrée question qui donne vraiment envie de se mettre en mouvement avec beaucoup plus d'intention.